Bonjour, bienvenue sur Monde Numérique et bienvenue à Vivatech édition 2025 ici au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Je suis ravi d'être là et merci à Capgemini de nous accueillir sur son stand pour cette émission spéciale en partenariat avec Capgemini. On va s'interroger sur les tendances de ce Vivatech 2025 et puis bien sûr au-delà sur l'innovation au sens large et sur les grandes tendances en matière d'innovation. Et alors attention avec 3 experts, 3 spécialistes, 3 directeurs de l'innovation de Capgemini. J'ai nommé Patrice Duboé, bonjour. Bonjour Jérôme. Mathieu Deboeuf-Rouchon à vos côtés. Bonjour Jérôme. On vous connaît l'un et l'autre, vous êtes déjà intervenus plusieurs fois sur Monde Numérique. Et une nouvelle voix sur le Monde Numérique, c'est Nicolas Godillère. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes, je l'ai dit, 3 directeurs de l'innovation qui intervenaient sur 3 secteurs différents. Parce que, évidemment, Capgemini est un très grand groupe. Et d'ailleurs, mais j'aimerais bien, peut-être Patrice Duboé, que vous nous resituiez un petit peu ce qu'est Capgemini et quelle est son activité. Alors en 2 mots, pour être rapide, Capgemini aujourd'hui c'est plus de 300 000 personnes réparties dans plus de 50 pays au niveau mondial qui interviennent sur tous les secteurs d'activité, sur tous les domaines de conseil en technologie, innovation et management. Donc vous intervenez auprès des grandes entreprises pour les aider à se digitaliser, à se transformer, à fusionner parfois et surtout à développer de nouveaux services. Vivatech, c'est, je le disais, la 9e édition. Il y a un monde fou. Ça vient d'ouvrir là ce matin au moment où on enregistre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3500 exposants, 14 000 startups. On attend 165 000 visiteurs. Donc on peut dire que, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est un succès, l'édition de cette année. Mais même si on regarde sur la durée. Alors, vous avez déjà eu le temps d'aller faire un petit tour, de vous imprégner de tout ça. Votre première impression, qu'est-ce que vous retenez? Patrice? Allez, je démarre. Alors, comme tu l'as dit, c'est effectivement impressionnant. C'est devenu le CES européen, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On le voit également au côté international. J'étais surpris de voir encore plus de pays et des pays qu'on n'attendait pas. Il y a un corner Afrique avec le Nigeria. C'est pas forcément le pays qu'on attend en innovation digitale, donc ça montre l'ouverture. Bien entendu, on a la Chine, bien entendu, on a un méga stand de Huawei, pas de surprise là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les startups, on le savait. Ce côté international, ça montre aussi l'impact et la puissance et le pouvoir, sans parler des plénières. On y reviendra un petit peu plus tard. Absolument. Mathieu Deboeuf-Rouchon. Ce qui est frappant à l'approche de la 10e édition, puisqu'on est bientôt aux 10 ans, l'année prochaine sera les 10 ans de Viva, c'est l'année de la pleine maturité. Depuis quelques années, on revient à des choses plus tangibles, à plus d'impact. On parle de l'IA, l'IA est partout, donc on n'en parle finalement pas. On est beaucoup sur la santé, sur de la deep tech, on a beaucoup de startups. Ils sont 1 ou 2, mais ils ont vraiment un impact fort sur les dimensions autour de la santé. Quand on parle de santé, c'est autant la computer vision pour analyser l'ensemble des problématiques liées à la peau. Ça peut être les syndromes de stress, tout ce qui va pouvoir tourner sur mieux vivre plus longtemps, ces éléments qu'on voit beaucoup. Mais ce qui me marque cette année, densité, internationalisation, santé partout, mais autant que de l'IoT, mais surtout le retour ou l'arrivée confirmée de la deep tech et des startups qu'on ne voit pas, qui sont diffuses et qui pourtant ont un impact profond sur les solutions qui vont émerger ensuite. Donc si on a cette couche un peu moins visible de la tech qui fait poète-poète globalement, on a vraiment des solutions exceptionnellement intéressantes. On parle d'agentic AI forcément pour les agents intelligents, bien sûr, mais il y a pléthore de solutions autour de l'énergie, des batteries solides, des batteries qui font fi des matériaux critiques. C'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a plusieurs niveaux de lecture et c'est extrêmement énergisant, ne serait-ce que depuis 9h ce matin d'ouverture. Il y a un vrai enthousiasme. Nicolas Godillère. Oui, moi j'ai passé près de 3 heures là, depuis ce matin l'ouverture. J'ai pas manqué l'ouverture. Moi je suis assez frappé par... Certes, il y a tout un ensemble de startups, c'est absolument incroyable, diversité des je sujets. disais 14 000 startups, c'est énorme. C'est énorme, avec tout un tas de sujets. J'ai pas l'impression qu'il y a un domaine qui est laissé pour compte. J'ai même trouvé des startups qui permettent de digitaliser toutes les formalités en cas de décès avec des agents IA. Ça va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, de la naissance à la mort. Mais surtout, moi j'ai beaucoup aimé aussi la présence des grands groupes
dans cet C'est environnement. traditionnel à Vivatech. Exactement, on a la SNCF là juste à côté et il y a une innovation absolument incroyable aussi qui vient des grands groupes. Je trouve aussi un rapport un peu au physique, il n'y a pas que du digital. Moi j'ai beaucoup aimé, on en discutera peut-être, j'ai fait un gros focus ce matin sur la partie robotique notamment. Moi j'aime bien quand le digital rencontre le physique et là les robots, il y en a un peu partout. J'avoue que ça a été un vrai bonheur, on reparlera de Unitree qui est absolument incroyable. Oui, Unitree, donc cette marque chinoise de robots humanoïdes. Oui, pas que, il y a des robots humanoïdes et il y a les deux types de chiens qui sont présentés là, juste derrière nous. Et la nouvelle, c'est qu'ils vont sortir en France, ça y est, ils vont être commercialisés en France. Commercialisés en France, avec des capacités, avec un rapport prix-qualité qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, il faut compter... Le chien là qui est présenté, le GO2, il est à moins de $2000. Ouais. On n'a jamais vu ça. On peut dire que c'est pas cher. C'est presque chez soi en fait. On n'est pas loin. C'est beaucoup moins cher que le Boston Dynamics, comment il s'appelait le chien de Boston Dynamics, le chien jaune qui était là. Il y a Atlas. Ils ont eu Atlas côté Boston Dynamics, mais qui est beaucoup plus cher. On est sur des centaines de milliers de dollars. Qui était un humanoïde, mais il y avait le chien aussi. Et il y avait le chien, exactement. Ils se ressemblent un peu tous. D'ailleurs, les chiens, ils ont gardé une espèce de form factor qui est un petit peu le même. Mais là. Franchement, les démonstrations sont absolument incroyables. Je crois qu'ils en ont vendu aux pompiers, ça y est. Les pompiers de Paris qui vont utiliser ça, notamment pour aller faire du repérage sur un grand incendie qui a eu lieu au nord de Paris il n'y a pas très longtemps. Mais il n'y a pas que. Il y a j'ai vu une petite start-up qui s'appelle Enchanted Tools là, qui fait des Miroki. Les robots plus pour Gyropod. Pour accompagner peut-être les enfants, pour accompagner dans des domaines plus ce qu'on appelle robots compagnons. Je trouve ça plutôt pas mal, ça bouge, c'est assez interactif. Avait ce choix très rapide de supprimer les jambes. Pour justement utiliser le gyropode de manière plus flexible. Avec beaucoup de cas, tu le soulignes sur l'enseignement, etc., mais aussi dans la santé, et notamment l'assistant, le laborantin, pour apporter de l'eau, notamment aux patients. Ça fait partie des petites tâches. Et il était très humanisé. Ce qui avait beaucoup plu à l'époque, quand ils étaient sortis, c'était cette capacité d'avoir de différents visages sur Miroki, des expressions faciales très gamifiées, mais finalement très attachantes. Après, c'est pas étonnant. Juste la robotique a explosé avec l'IA. Avec l'IA générative, c'est les mêmes primitives d'entraînement. On entraîne des LLM, on entraîne des modèles pour les apprentissages des robots. Et franchement, depuis que l'IA générative a explosé, j'ai vu une explosion de l'innovation dans le monde de la robotique. Nvidia en fait partie. Ils ont une plateforme de modélisation, d'entraînement de robots. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est un peu la convergence naturelle, robotique et Gen AI, IA générative. Oui, je sais pas si c'est naturel en tout cas, mais ça fait du bien. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça fait du bien de ne pas être que digital, de pouvoir toucher les choses. On parlait juste avant tous ensemble peut-être d'enseignement, de l'ingénierie, du scientifique. Je trouve que ne pas être que sur le digital et faire des produits, des choses qu'on peut toucher, des choses, il y a des vis, il y a des boulons, il y a des choses à... Il y a du tangible. Il y a du tangible. Moi, je trouve ça me rassure. Il y a une innovation qui est absolument incroyable. Il y a une autre start-up là, que j'ai vue tout à l'heure, encore la robotique, qui fait des prothèses. On parlait santé, on parlait tout ça. Des prothèses de mains, des prothèses de bras. Qui sont des petits robots, des petits robots, exactement, à des prix... Je trouve, et toi je le dis en m'écoutant, mais 10 fois moins cher que ce qu'est le prix d'une prothèse aujourd'hui. Donc rendre accessible au plus grand nombre des prothèses à l'état de l'art, robotisées pour remplacer doigts, mains, bras. C'est une start-up coréenne qui fait ça. D'accord. Incroyable. Potentiellement imprimable depuis chez soi. C'est ça qui est sympa, parce qu'en fait, ça reste de l'impression 3D. Il suffit de télécharger les plans, et si on a une imprimante 3D, on peut presque c'est un peu fabriquer plus. Je suis d'accord avec toi. Dans le schéma, ça fonctionnerait comme ça, ce serait l'idéal. Mais c'est vrai que ce qui est complètement dingue sur cette partie-là, c'est que ça vient aussi de multiples brevets. On parlait tout à l'heure de Deep Tech. Et quand on regarde le pas arrière qu'a fait Meta ces dernières années, quand ils étaient beaucoup sur les neurosciences et qu'ils sont revenus beaucoup au bracelet, et tous ces brevets qui ont été déposés, ces briques technologiques sur l'analyse des muscles des avant-bras pour anticiper les mouvements, ça fait partie de toutes ces choses qui sont réutilisées dans ces prothèses pour justement, quand on a juste le poignet potentiellement ou la main qui a un handicap ou qui a dû être amputée, de pouvoir quand même retrouver une forme de main naturelle. Et ça fait partie des choses qui sont absolument passionnantes, de redécomposer chaque innovation que l'on voit pour comprendre d'où viennent les briques technologiques, les brevets, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très vieilles et qui globalement n'avaient pas trouvé d'application. Et c'est ça la magie de la recherche, qui
qui combine dans l'innovation une espèce de zip, une boîte noire qui gomme plein de trucs, mais qui fait qu'il y a plein de chercheurs, plein de diversités scientifiques qui ont travaillé sur ces sujets-là et qui amènent aujourd'hui toutes ces innovations autour de nous à faire des solutions qui vont impacter demain. Alors l'IA, les robots, bien sûr il faut des puces pour faire fonctionner tout ça. Et l'événement, ce sont aussi des keynotes, les personnalités qui viennent tous les ans à Vivatech. Et cette année, on peut dire que c'était vraiment la personnalité incontournable qu'on a vue dans différents pays faire des shows réguliers. Je veux parler de Jensen Huang, le patron très médiatique de Nvidia. Patrice Dubois, tu as assisté à sa keynote. Tout à fait, juste chance de voir l'homme au blouson en cuir noir. Mais il a tombé le blouson ce matin. Il était en pas t-shirt. Au début, peut-être. En tout cas, au début de la plénière, il était avec son blouson en cuir, traditionnel blouson en cuir sous la noir. chaleur, sous le dôme de Vivatech. Alors, ce qui m'a impressionné, tout le monde l'attend sur l'IA générative. Et en fait, rappelons que c'est lui qui fournit les puces qui permettent de faire tourner les data centers et donc nos chatbots adorés. Tout à fait, le leader mondial des puces Nvidia, des puces CPU, GPU maintenant. Et ce qui est intéressant, il a démarré par sa plénière, non pas par l'IA ou l'IA générative, mais 10 minutes sur le quantum. Donc ça montre la prochaine vague. Quantique. Exactement. Ouais. L'informatique quantique, on commence à la voir. Il y a un coin d'ailleurs quantique un petit peu plus loin. Il y a Pascal qui est très connu. Startup et donc française. Il a parlé de la startup Pascal. Ce que dit Jensen, il dit voilà, là on arrive à un point d'inflexion. Et l'Europe est en avance. Il dit j'ai vu hier soir Pascal, j'ai vu également Barcelona Quantum Technology. Il dit vous avez une culture mathématique de science qui vous permet d'avoir une avance. J'espère qu'on va la garder. N'oublions pas qu'il y a quelques années, un ministre a décidé de mettre les mathématiques en option. Je pense que c'est le moment de revenir sur ces points-là pour que tout le monde ait un minimum en fait, de culture mathématique. Parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est à la base des calculs, des formules. Et ce qui est intéressant dans le discours de Jensen Huang, il a montré une vidéo que je vous encourage à regarder. C'est une petite vidéo où en fait il dit la vidéo que vous allez voir, ce n'est pas de l'animation, ce n'est pas du dessin, ce n'est pas de l'art, ce n'est que de la simulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rentrer toutes les formules mathématiques, physiques, de la nature. On peut simuler le mouvement d'une aile dans le vent, on peut simuler un moulin, n'importe quel objet, ce qu'on appelle le jumeau numérique, le digital twin. Oui. Et donc il a montré une vidéo assez bluffante où on voit un dragon volant qui était fait jusqu'à présent par des animations. La simulation de dragon, pardon, mais comment ils font? Parce que alors, comment ils font? Ça n'existe pas vraiment. Mais peut-être que ça va bientôt exister. Par croisement de cellules. On arrive à simuler toutes les formules mathématiques qui vont faire comment une aile ou un dragon, un cerf-volant. Vous pouvez aller sur la plage, vous verrez des beaux cerfs-volants dragons qui volent. Et donc, on peut simuler aujourd'hui le comportement d'un cerf-volant. Vous voyez la complexité, la taille de ces grands cerfs-volants chinois sur les plages ou de montgolfières. Donc aujourd'hui, on a les compétences, les connaissances mathématiques et la puissance amenée par les puces, Nvidia ou autres, qui permettent de faire de multiples calculs en temps réel pour tout simuler. Et des mouvements très très complexes. Mais pour qu'on comprenne bien, Patrice, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on peut voir déjà, des images de synthèse, des modèles comme ça Alors, quelle est la différence fondamentale? On peut prendre un exemple très concret qui est la simulation, les tests. On va prendre l'exemple en France, on va prendre Airbus. Vous imaginez bien que avant de lancer un nouvel avion, que ce soit le 380, le 350 ou une évolution du 320, il faut faire plein de calculs, il faut simuler, on va changer une aile, on va rajouter un moteur, on va changer la portance, l'évolution. Il y a beaucoup de lois de la physique, d'aérodynamique, de structure, de poids. Lorsqu'on remplace du métal par des composites, il y a plein d'impacts. Et donc plus on peut simuler en digital sur le jumeau numérique Digital Twin, moins on a d'heures de vol à faire. Vous imaginez les coûts d'échelle, moins d'heures de vol pour l'environnement, moins de kérosène aussi qui est utilisé pour ça. Et surtout les temps. Le time to market, le temps pour mettre un produit sur le marché. Il y a quelques décennies, il fallait en fait des années pour pouvoir faire le test. Aujourd'hui, on peut simuler une très grande partie de tous les tests en numérique et donc on va faire moins d'heures de vol. Et donc aujourd'hui, pratiquement en 2-3 ans, on peut terminer toutes ces phases de test pour mettre le produit en place. Là, c'est un exemple sur un produit. Vous imaginez, mais c'est pas ce que faisait déjà un peu Dassault Systèmes et autres. Mais pas à cette échelle. On n'avait pas la capacité informatique, ingénierique, pour pouvoir faire... c'est très complexe. Simuler un avion, vous imaginez tous les paramètres en parallèle qu'il faut mettre pour simuler
encore une fois, la côté aérodynamique, la structure, la dureté, la safety, le côté dangerosité. Donc on n'avait pas la capacité de calcul. Aujourd'hui, si on combine le quantum, et donc Jensen parlait d'un point d'inflexion où on arrive à un moment où on va pouvoir utiliser le meilleur de l'informatique quantique et des puces IA et IA générative pour aller encore plus loin, encore plus vite, pour mettre encore plus de paramètres, pour aller plus loin, plus haut, plus fort. Un autre exemple, c'est la création de médicaments. Nicolas Godillard. Oui, c'est la création de médicaments. Ça permet de réduire le temps pour produire, tester des nouvelles molécules parce que les assemblages d'enzymes, de protéines, tout ça, c'est de la simulation. Il faut tester des paramètres. Et ce que dit Patrice est très vrai. C'est de l'innovation, mais c'est des choses qu'on faisait déjà. Le seul truc, c'est on ne pouvait pas le faire à pleine puissance. On était obligé de mettre des limites dans le nombre de paramètres que l'on pouvait faire varier. Donc, on était obligé d'en figer un certain nombre. Donc, on avait moins de réalisme. On avait moins de réalisme. On faisait tourner des boucles de tests en nombre réduit parce que c'était trop consommateur. Il y a un moment donné, il faut quand même mettre un produit sur le marché. Enfin, il faut avancer. Et donc, cette capacité du quantum là dont on parle, qui est une des 3 grandes forces du quantum, avec la partie cyber et la partie capteur, cette partie compute, c'est ce qui nous permet de dépasser le niveau de contingence qu'on avait en fait sur le nombre de variables que l'on peut mettre dans une équation, parce que c'est des équations à la fin, tu l'as parfaitement dit, c'est des équations à la fin. Les équations, on est en train de faire varier un grand nombre de paramètres. Ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, si je peux juste peut-être terminer sur, si on veut retenir un mot-clé qu'il a donné, il a dit aujourd'hui on peut tout simuler, et il a parlé de numbers in action. Donc c'est bien le pouvoir des chiffres, le pouvoir des nombres. Si on maîtrise aujourd'hui le métrique, le nombre, le chiffre, en fait on peut modéliser le monde. Donc, gloire aux ingénieurs, aux mathématiciens et aux chiffres. Et aux chiffres, bien sûr. Et la France, alors, tu évoquais, c'est vrai, peut-être une perte de vitesse au niveau de l'apprentissage, dès l'école, etc. Malgré tout, on continue à avoir une bonne réputation, y compris à l'étranger, des chercheurs français, des ingénieurs français. Donc, tout n'est pas perdu. Si on remet tout ça dans un cadre un peu international, comment se situe la France, l'Europe, etc., selon vous, aujourd'hui, en matière d'innovation ? Alors, il y a différentes façons de mesurer. Je peux démarrer sur le côté éducatif. Vous savez, il y a les fameux classements qui sont faits, surtout qui mettent en avant les universités chinoises. Certains contestent un petit peu la façon, c'est le nombre de publications. Donc, on sait que la France n'est pas placée au mieux. Par contre, sur les brevets, on est encore très très bien. Et puis, on a les centres de recherche qui ont une renommée mondiale. Et ici, dans le salon, vous pouvez voir le CNRS, il y a le CNES derrière nous. Donc, on a encore une réputation avec des grandes écoles, avec des grandes universités qui continuent à faire avancer la science dans de nombreux domaines. Et effectivement, on a encore une chance. Il ne faut pas dire que tout est perdu, mais il faut continuer à se battre, à sauver notre patrimoine. On est bon sur les fondamentaux. Bon. Maintenant, il nous faut des startups, un écosystème vif, etc. L'écosystème passe par les grands groupes aussi. C'est l'intérêt de Vivatech. Ça avait commencé d'ailleurs en 2016 avec le rapport incubation, grand groupe incubation. Et progressivement, on a moins incubé, on a plus travaillé avec. Et donc, c'est là que les relations avec les startups ont vraiment donné quelque chose de beaucoup plus pertinent que la simple incubation. Et les grands groupes et les startups, on est bien placés pour le voir aujourd'hui. Dans nos centres de recherche, nos chercheurs identifient des pistes, ont des preuves des intentions de découverte, des preuves d'expérimentation, publient, déposent des brevets, créent des briques technologiques qui ensuite, parce que nous avons cette capacité de passer à l'échelle dans des projets qui sont des projets massifiants, on a la possibilité d'intégrer ces technologies, ces briques, et de faire le lien entre la recherche, l'innovation et le passage à l'échelle. C'est vrai qu'une start-up toute seule a beaucoup de mal à accéder à des gros marchés, et on le voit avec toutes nos start-up partenaires, elles viennent chez nous parce qu'elles ont quelque chose de différent, qu'on peut travailler avec leurs technologies, qu'on peut les intégrer très facilement en travaillant avec eux à l'échelle, et c'est ces leviers d'accélération qu'on vient chercher. C'est une capacité d'optimiser notre propre time to market et de tirer le meilleur bénéfice de gens qui ont travaillé 10, 15, 20 ans des fois sur certains sujets, et de leur permettre d'avoir aussi ce passage à l'échelle possible. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans cette relation grand groupe startup. C'est le cœur de Vivatech et ça tombe bien, et c'est pourquoi souvent il y a une grande marque et qui intègre des dizaines de startups, et cette relation fonctionne bien. C'est ça, les grands groupes, et puis autour il y a tous ces essaims de petites startups, parfois toutes petites, ils sont quelquefois à 3 sur une petite table. Mais à 3, ça peut avoir des brevets qui coûtent très cher. Oui, mais 3 startups sur la même table, c'est incroyable. Mais c'est le principe de Vivatech, c'est un peu le Reka Park du CES qu'on aimerait voir décuplé. Si le Reka faisait cette zone-là, ce serait génial. Exactement. À propos de simulation, etc., il y a une démonstration là sur votre stand, sur le stand
de Capgemini. Il y a plusieurs démonstrations d'ailleurs, hein. On pourrait en évoquer plusieurs. Il y en a une qui s'intéresse à la modélisation du vent. Comment ça fonctionne ça? Qui peut nous en parler? À quoi ça sert? Allez, je prends. Patrice. Winsight IQ. Donc l'ingénierie, en gros, on parlait de simulation tout à l'heure avec Nicolas. Et donc là, c'est vraiment ça. C'est un projet, c'est une innovation développée par Capgemini lors de l'America's Cup qui a eu lieu cet été. On est en quelle année là? On est en 2025, mon cher Patrice. C'était l'an dernier. Ça va trop vite. C'était en septembre 2024 à Barcelone. Et en fait, on a développé ce produit pour simuler voire anticiper les risées sur le plan d'eau où se confrontaient les bateaux. Et donc avec des technologies radar, des capteurs, on arrive à simuler tous les flux de vent qu'on a sur le plan d'eau. Vous imaginez d'autres usages d'applications dans les aéroports. Donc là, on est un très bon exemple de fameux digital twin, le jumeau numérique, où on peut comprendre la nature, la modéliser avec les bons ingénieurs qui vont trouver les bonnes formules, mettre le côté physique auquel tient tant Nicolas avec des petits capteurs un petit peu partout au bon endroit pour avoir la bonne représentativité, la bonne représentation. Quel est le nombre minimal de capteurs qu'il faut pour pouvoir modéliser typiquement un plan d'eau de quelques kilomètres carrés. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Patrice, c'est sur le type d'application, c'est le côté simulation et le côté temps réel. C'est-à-dire que la simulation permet de prendre des décisions alors que je suis dans le bateau. Et donc c'est incroyable. On n'a pas besoin d'attendre une semaine pour avoir les résultats. Oui, c'est de l'aide à la navigation sportive, là pour le coup. Oui. C'est plus de la navigation de plaisance. Mais voilà, le côté simulation que l'on arrive à faire avec des puissances de calcul qui sera un résultat quasi temps réel en prenant avec des capteurs, comme disait Patrice, des données de l'écosystème, de l'environnement maintenant, des données vraiment sur le moment. Et tu prends une décision de quelle trajectoire je vais prendre pour essayer de passer devant tout le monde. Et le côté UX est important, vu qu'il fallait aussi, vous imaginez, lorsqu'on pilote, parce que là c'est le pilote de bateau, l'interface graphique, en fait, est fait de façon telle qu'en un coup d'œil, on comprend. En gros, on peut dire comment on simule du vent. On va mettre quoi, des knots partout sur le plan. Donc il y a des couleurs, il y a un peu comme des masses, comme des vagues qui avancent. C'est-à-dire qu'avec ça, le navigateur peut voir le vent. Exactement, il peut sentir le vent, il peut le voir, il peut l'anticiper. Parce qu'en fait, ça, le pilote du bateau va devoir, le barreur va devoir choisir la meilleure. Et donc, en un quart de seconde, qu'il puisse comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Mais c'est un avantage compétitif énorme. Exactement. Et tous les navigateurs ont ça aujourd'hui ? Ou pas encore? Alors, on verra comment vont évoluer les cours du futur. Je sais pas. Ah, mais ce qui est intéressant, on parle au futur. Voilà. Ouais, c'est que du coup, on est sur une innovation, une capacité de faire des simulations, comme on en a déjà discuté. Mais si jamais tu ne sais pas présenter la donnée, le produit fini en réalité à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, ce qu'on peut appeler l'expérience utilisateur, l'adoption, on peut mettre plein de mots derrière tout ça. En fait, l'innovation, elle sert à rien. Bien sûr. Là, c'est vraiment un cas très intéressant où on a des capacités technologiques qui nous permettent de faire des calculs, de produire en tout cas une donnée qui a de la valeur. On pourrait en parler longuement, hein. On est très attaché à pas faire de la technologie pour de la technologie en réalité. Il faut qu'elle délivre de la valeur, qu'elle soit adoptée. Là, c'est vraiment le cas. Est-ce que le pilote, on est capable de lui présenter une information digeste, exploitable, ingérable, exploitable instantanément, alors que lui, il a quand même 1 million de trucs à faire pour diriger le bateau. Il n'a pas le temps d'explorer des tableaux Excel pour savoir comment fonctionne le vent. Pour être précis, bien comprendre, bien entendu, ce n'est pas possible sur une transat. Pourquoi vous avez retenu qu'il faut les capteurs de Nicolas. Et Nicolas ne peut pas mettre des capteurs partout sur l'Atlantique. D'accord. Mais ces capteurs, c'est quoi ça? C'est sur des bouées? Oui, ça peut être des lasers pour calculer en fait les ondes, des réflexions sur la radars. Voilà. Donc là, c'est un plan d'eau. L'America's Cup, c'est un plan d'eau. Pardon, je ne suis pas expert. Plan d'eau, ça ne pourrait pas fonctionner sur une transat aujourd'hui. Sauf si on trouve une nouvelle techno pour pouvoir, avec des technos satellites en temps réel, pouvoir analyser tout ça. On reviendra dans quelques années pour cette fois. Très bien. Autre démonstration présentée sur le stand de Capgemini, c'est assez sympa. On peut discuter et dialoguer avec Léonard de Vinci. Alors, en quoi ça consiste? Là, c'est toute la force qui réunit à la fois les agents,
la capacité d'utiliser l'IA conversationnelle pour interagir, basée sur un cortex, une base de données qui est extrêmement fiable, sur lequel il y a des données qui sont exploitables, et puis toutes les technologies de rendu hyper réaliste. Et en fait, ce qui combine tout ça, sont les nouvelles expériences à terme qu'on pourrait avoir dans le retail. On pourrait imaginer toutes ces solutions à C'est-à-dire vous donnez un visage. Enfin, on voit un visage à l'avatar. Un avatar de pied en cap. Hein, il est, totalement. C'est-à-dire c'est la machine blanche dans laquelle on a Léonard de Vinci devant nous. Alors on pourrait avoir d'autres illustres personnages. Et c'est plus, pardon Mathieu, pour bien préciser les choses, pour ceux qui regardent cette vidéo peuvent le voir, mais ceux qui écoutent uniquement la version audio, donc je précise, c'est ce système d'hologramme, bien sûr, qui est beaucoup plus réaliste que la vidéo, puisque c'est de la 3D. On a l'impression que Léonard est enfermé dans une boîte, mais vraiment devant nous, en fait. Devant nous, avec un grain de peau fantastique. Oui, en fait, c'est ça qui est saisissant. Dans tous les avatars hyper réalistes, souvent on tire tout de suite sur les couleurs de peau, le grain de peau, la luminosité dessus. Et je dirais qu'on est presque dans la vallée de l'étrange au bout d'un moment, parce qu'on a ce sentiment qu'il y a quelque chose de réel, mais d'irréel en face de nous. Et cette dimension émotionnelle très vite. Alors Léonard de Vinci, on sait qu'il est mort, donc globalement, on le ressuscite, on n'aura pas de doute, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un acteur devant nous qui pourrait nous expliquer potentiellement comment fonctionne ci ou ça, où se rendre, etc. Et là, c'est une vraie interaction, une vraie discussion qu'on va avoir avec Léonard de Vinci, donc pour revivre tout son savoir et tout ce qu'il a pu créer. Mais c'est quoi l'idée? C'est de mettre un visage sur les IA génératives qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui de manière souvent par écrit ou par vocal également. Oui, c'est vraiment de donner un visage, une interaction nouvelle, et pas par exemple de faire que du chat GPT-like où j'écris, j'ai une voix, je tape, ou j'ai seulement une voix. Là, on a des expressions, on a une notion de profondeur, effectivement. Il y a il peut rire, il bouge les bras, il nous répond comme si on y était. Il a été alimenté, comme tu l'as dit, sur tous les écrits de Léonard de Vinci, plus la connaissance de Capgemini, donc c'est intéressant. Il répond un peu avec le mélange des deux. Donc c'est Léonard de Vinci revisité, aujourd'hui, qui est capable de faire le lien entre les deux époques. Avec du quantique. Et ce que je voulais souligner, c'est que cette notion d'hologramme, on la voit ailleurs. Moi, je l'ai vu chez JC Decaux avec un présentoir où franchement, il y avait une paire de Nike dedans. Il fallait vraiment s'approcher pour se dire j'ai un écran en face de moi qui me présente un objet qui n'est pas là. Mais je suis passé devant, mais j'ai cru que c'était des vrais. Eh ben non. C'est ça qui est génial. Vraiment, le sentiment de profondeur, elle tourne, on la voit bouger. Donc tu peux présenter n'importe quel objet. En fait, en réalité, on est arrivé à un niveau de définition dans l'hologramme. Je trouve ça super bluffant. Donc ça va donner des nouvelles idées pour interagir avec le monde digital. Il y a évidemment, mais voilà, encore une fois, moi j'adore parce que on a mis du physique sur un truc qui est digital. C'est tangible. Il y a quelque chose que je peux voir. Il y a une vraie expérience par rapport à ce qu'on pouvait qualifier, du retail d'avant, où on disait on va mettre une tablette et puis globalement ça fera le boulot. Aujourd'hui, on est vraiment dans les expériences plus immersives. Avec notamment presque ce toucher, ce ressenti. Il y a Nanomads aussi, qui est une autre start-up qui est sur Viva cette année et qui propose des capteurs piézométriques, donc sur lequel on va avoir un ressenti de matière et de toucher. Un retour haptique. Alors qu'on va, exactement. Et ces ondes, avec ces champs électriques, on va avoir l'impression de toucher du velours, du cuir, etc. Et ça fait partie des sujets où au bout d'un moment, l'immersif au travers d'une cabine nous permettra peut-être aussi quelque part d'imaginer, de ressentir le toucher. Et ça, c'est très précieux quand on est dans des expériences de marque très fortes, où on a besoin de faire comprendre que la technologie n'est pas que de la texte, un enabler qui permet d'avoir une dimension émotionnelle autour du produit ou du service qu'on achète. Et ces boîtes sont fantastiques pour ça. Et la partie hologramme, on va certainement, je sais que certaines travaillent déjà dessus, la voir arriver dans nos fameuses réunions Teams, en tout cas nos réunions à distance. Ah oui, sortez-nous des visios. On va probablement avoir chacun en temps réel quasiment notre propre avatar ou hologramme pour le coup. Et se sentir entouré, même si on n'est pas là les uns. Là, pour le coup, on a de la chance, on est tous ensemble, ça fait du bien. Je touche Patrice, il est là. Mais c'est du vrai. Mais demain, peut-être qu'on ne sera pas au même endroit, mais on aura quand même cette impression, voire peut-être de pouvoir se toucher à distance. Et ça, ça va être du futur intéressant. Voire même peut-être notre avatar qui, dans des réunions moins critiques, répondra à notre place. Alors qu'on sera sur la plage. Non, ça c'est toi qui le dis. Moi, j'aurais dit dans une autre réunion. Mais bon, je te laisse. Bon, c'est côté demain, Jérôme Colombin sera avatarisé, c'est dit. J'en rêve. Et il faut rêver à Vivatech. C'est ça qui est bien, c'est que de plus en plus, il y a vraiment des pistes de rêve. Est-ce que les entreprises sont prêtes,
on va dire les clients potentiels, on parlait du retail, c'est-à-dire la vente, hein. Comment est-ce qu'ils sont par rapport à ces technologies? Très en attente, un peu sur la défensive. Après, il y a des choses qui existent depuis déjà pas mal d'années. Il y a beaucoup de choses, je vais peut-être initier, puis je vous laisse compléter. Il y a une dimension grâce ou à cause de l'intelligence artificielle et aujourd'hui des deepfakes, on en a encore une démonstration sur notre stand qui nous laisse quand même rentrer dans une société du mensonge et du déni, dans laquelle tout ce qui nous est exposé peut être potentiellement faux, tout message de marque et d'image forte pourrait potentiellement être peu authentique parce que créé par une IA. Donc il y a deux éléments à prendre en considération. Je pense que celui du retour à l'authenticité du discours, quitte à faire des erreurs, quitte à assumer qu'on est humain, quitte à ce qu'il y ait des fautes de frappe, etc. Ça fait partie peut-être aussi des stratégies à exploiter, en tout cas du retour à l'humain et au momentum. Je pense que le côté synchrone est très précieux aujourd'hui. C'est comme si l'ensemble des marques allaient partir avec un capital à 100% de crédit. Et au fur et à mesure de la durée de vie qu'on a avec nos clients, avec les partenaires, avec les utilisateurs finaux ou pas, que justement ce rapport à l'authenticité puisse potentiellement être finalement taché de quelques problèmes liés à la création de contenu ou autres liés à l'IA. Donc ce point il est précieux autant pour nous parce qu'il faut qu'on soit authentique. On est quand même sur du people, on a des ingénieurs, des scientists, on a quand même des gens qui sont dans le dur. Mais pour le client final c'est la même chose. Donc ce rapport à l'authenticité, au vrai moment que l'on passe et au fait que l'on peut créer quasiment en partant de rien quelque chose nécessite qu'on ait des garde-fous et c'est là autour de l'IA générative qu'il y a beaucoup de choses à créer. Ça c'est quelque chose qui est fort. Patrice Duboé. Oui, ce qui est intéressant lorsqu'on parle d'innovation et grands groupes, il y a l'action et la communication. Les grands groupes n'ont pas entendu Vivatech pour faire de l'innovation. On ne devient pas un grand groupe sans innover. Il n'y a pas de secret. Donc regardez les brevets, c'est quand même l'une des premières preuves d'innovation. Ceux qui déposent le plus grand nombre de brevets sont les grands groupes. IBM a longtemps été le leader mondial de dépôt de brevets. Si on est en France, vous imaginez bien que ST Micro, on est à côté du stand de la SNCF avec une simulation d'une rame. Alstom, forcément, dépose beaucoup de brevets. Ce qui a un peu changé au cours des dernières années, c'est peut-être la communication des grands groupes sur l'innovation, parce que l'innovation aujourd'hui, c'est un facteur d'attractivité pour les collaborateurs, pour la vente. Aujourd'hui, un mauvais marketing ne fait pas vendre un bon produit. Donc, sans marketing, sans com, on ne peut plus vendre. Donc, aujourd'hui, les grands groupes sont ici. L'Oréal est là depuis très longtemps. Vous pouvez voir EDF qui est un grand partenaire de Vivatech. On parlait tout à l'heure de Quantum. Vous pouvez voir sur le stand d'EDF l'une des startups qui est Exaion. Et ça fait plusieurs années que EDF investit sur le Quantum. Ils ont des capacités d'énergie, d'utiliser l'énergie et donc ils travaillent sur des supercomputers. Donc on peut dire, est-ce que c'est le métier d'EDF de travailler là-dessus? Pourquoi pas, ils ont de l'énergie. S'ils veulent valoriser, Nicolas parlait de la valorisation de la donnée, de l'information, c'est exactement ça. On a une information, comment on peut valoriser? Dans les grands groupes ont toujours été à fond dans l'innovation. Oui, mais Patrice, l'innovation c'est aussi la disruption et donc ce sont des risques pour les grands groupes. Tout à fait. Donc là on peut comparer le mammouth avec l'agilité de la start-up. Est-ce que je ne vais pas nourrir la petite bestiole qui un jour viendra casser mon business? Donc là ce qui change peut-être un petit peu c'est l'agilité et la rapidité. Et donc tous les grands groupes se sont posé la question. Pour innover, est-ce que je dois faire de l'incubation? Est-ce que je dois créer un état d'esprit d'entrepreneuriat en interne, l'intrapreneurship? Tous les grands groupes ont créé leur lab innovation, leur accélérateur. Est-ce qu'ils le font en interne? Est-ce qu'ils s'associent? Est-ce qu'ils demandent à des startups de venir dans leurs locaux ou est-ce qu'ils vont sponsoriser des accélérateurs en externe? C'est cette relation qui a un petit peu évolué ou comment un grand groupe peut s'inspirer de l'agilité des petites startups mais tout en gardant ce qui est sa grande force, qui est le passage à l'échelle. Et on sait que la clé, elle est comment on peut associer l'agilité d'une petite structure, d'une start-up, qui n'a pas forcément les qualités ou les propriétés pour passer à l'échelle, mais qui n'a scale-up. Voilà. Mais qui en même temps n'a pas les tabous et peut avoir l'agilité, l'énergie, etc. Donc la vérité, souvent entre les deux. Nicolas Godillère. Peut-être pour compléter, je pense qu'on est à un moment où, on l'a dit, l'innovation c'est une prise de risque, c'est indéniable. Et moi, je sens qu'il y a une accélération. On est dans un moment où il faut savoir accélérer pour prendre la prise de risque. Et donc, on a des clients aujourd'hui qui se posent des questions de revenir à c'est quoi la valeur qui est délivrée véritablement à la fin dans... je vais pas jeter l'argent par les fenêtres, en fait. Donc, je cible assez précisément et il y a des domaines pour lesquels c'est, je trouve, assez compliqué ce type de pari. Par exemple l'IA générative en est un. Je trouve que
c'est encore, ça s'améliore, mais il y a encore quelques temps, c'était compliqué de faire des choix. Vous ne savez même pas prendre quel choix technologique prendre pour aller faire de l'IA générative. Il y avait tellement de choses possibles, des niveaux de maturité divers. En quasiment toutes les semaines, il y a un nouveau modèle qui sort. Il y a des nouvelles plateformes avec des nouvelles fonctionnalités, des choses que je faisais à la main qui sont maintenant complètement intégrées dans des plateformes. Pour autant, il faut que je me lance. J'ai des discussions avec des clients qui en sont là. C'est j'ai pas le choix. Il y a un côté un peu saut dans l'inconnu quand même. Il y a un côté saut dans l'inconnu. Et donc, quels sont c'est quoi les garde-fous que je mets en place pour que ce saut dans l'inconnu ne devienne pas non plus quelque chose qui soit à fond perdu. Donc notamment, en tout cas on travaille beaucoup là-dessus nous, avec les clients, c'est quand je me lance dans un tel sujet, c'est quoi le succès, c'est quoi les critères de succès, on est content si quoi, c'est quoi les marqueurs, et c'est pas d'ailleurs que des marqueurs financiers, absolument pas. Donc on trouve des marqueurs, on travaille la technologie avec les sachants, les experts technologiques et les métiers, ceux qui vont adopter, ceux qui vont l'utiliser. Et ça, cette liaison-là, elle est super importante. Et je pense encore plus maintenant avec des sujets comme l'IA générative, vu que tout le monde utilise ces outils-là, tout le monde a envie de développer de la valeur avec. Est-ce que l'IA, dans les entreprises, notamment les grands groupes, peut être également facteur de déstabilisation en interne ? Est-ce que ça bouscule un peu l'organisation, les équipes, les process, etc. Bien sûr. Oui, à 200%. Bien sûr. Je vais juste Mathieu. prendre l'exemple de Vivatech en termes d'organisation pour nous, parce que on va, bien sûr, avec nos clients sur le floor, on partage beaucoup de moments avec eux. Et bien sûr, tu l'as souligné, avec plus de 3000 exposants et 10 000 startups qui viennent visiter Vivatech, il faut qu'on fasse des choix. La préparation est en partie aussi assistée par l'IA. Et ce n'est qu'un exemple le plus commun. On a développé, grâce à l'IA, et ça déstabilise beaucoup certains marchés, un chatbot vocal pour les voitures, donc qui permet de se connecter à sa voiture. Alors certains diraient que c'est le retour de K2000, mais on n'en est pas très loin, qui fait un diagnostic à la voix. L'IA bouscule les process, elle nous impose aussi d'avoir des garde-fous, d'avoir une charte de bonnes pratiques, de la criticité des données, les enjeux de souveraineté qui vont avec, et qui induisent aussi qu'on ait ces mêmes accords, cette même relation avec nos clients. Je pense que vous avez beaucoup d'exemples, mais ça fait partie des sujets. C'est pas que ça déstabilise, ça transforme fondamentalement la façon dont on produit, et dont on produit souvent mieux, de manière aussi beaucoup plus rapide, au-delà du time to market. La partie, IA générative, juste pour compléter, la partie générative, je pense pour moi c'est une des technologies qui a le taux d'adoption le plus rapide. Elle déstabilise parce que c'est exponentiel. On a eu d'autres technos avant, ça prenait un petit peu de temps en vrai pour passer des tests, des protos à quelque chose en production. Là, ça va très très vite et ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Moi, je travaille pas mal avec ce qu'on appelle les fonctions corporate, notamment donc avec le juridique, avec la finance, avec les achats, avec les RH. Tous sont en train de se poser ces questions de comment je peux m'augmenter dans mon travail quotidien pour me faciliter la vie, automatiser des tâches. Là, il y a bon nombre de startups, je regardais, c'est assez rigolo, sur le métier du juridique. Donc là, on a des startups qui ont créé des agents IA vraiment spécialisés sur le vocabulaire du juridique et pouvoir faire des due deals et pouvoir gérer des choses comme ça. Sur du contract management, c'est des choses qui ont l'air simples, établies en réalité dans les entreprises, mais si on peut se faciliter la vie, si ça peut être traité, ça peut être automatisé, et moi je me concentre à faire des choses plus intéressantes, plus en relation peut-être avec des prises de décision sur la stratégie de l'entreprise, des choses comme ça, c'est exactement ça qui est recherché dans les entreprises aujourd'hui. Alors, si on revient justement à ces technos, l'état de l'art aujourd'hui, c'est GenAI, IA générative telle qu'on la connaît, ChatGPT au sens très large, avec, comme tu viens de le préciser, des modèles beaucoup plus spécialisés. Les agents, les fameux agents IA dont on parle, on dit que c'est l'étape d'après en fait. Est-ce que vous avez vu des choses? Dans quelle direction on va, Patrice? L'étape d'après, elle a déjà démarré. Elle a déjà commencé, ouais. Très souvent, lorsqu'on parle d'IA et d'IA générative, il y a quand même beaucoup de buzz, de buzzwords. On veut toujours montrer que c'est hyper innovant, que c'est hyper nouveau. On sait très bien que l'IA générative, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'entreprises et de centres de recherche qui travaillent sur l'IA depuis longtemps. Enfin, la démocratisation, bon, c'est mais dans 2023, l'usage, regardez aujourd'hui, vous pouvez voir n'importe quel... on reprend la plénière de Jensen tout à l'heure, c'est sous-titré en temps réel, il n'y a plus aucune erreur dans la traduction. Tout le monde trouve ça normal. Voilà. Incroyable. Et souvent, ce sont les cas les plus simples
qui amène le plus de valeur. Et ça qui est intéressant. Forcément, on parle de disruption, les métiers de la traduction, aujourd'hui, il est en danger. C'est évident. Et souvent, tout ce qui paraît complexe, mais qui n'est pas forcément, qui est basé sur beaucoup de données ou des vocabulaires un peu particuliers. On peut parler tu parlais de juridique, Nicolas. On a l'impression, dès qu'il y a un jargon, aujourd'hui, ce sont ces sujets-là qu'il faut attaquer en premier parce qu'on a l'impression de rien comprendre. La médecine, le juridique, le légal, le notariat. Donc, c'est tous ces sujets-là où, en fait, si on arrive à rentrer tous ces documents dans l'intelligence artificielle, elle peut extraire, en fait, beaucoup de choses pour faciliter et accélérer. Mais même dès que je vois un petit niveau de grand public, quand on mixe plusieurs langues, si on parle à la fois anglais et français à un assistant, même l'assistant de son smartphone, il est vite perdu parce que lui, il lui faut soit l'un soit l'autre, mais il gère difficilement les deux. Ouais, ça commence à... j'arrive à gérer le les deux, chat accélérer. GPT aujourd'hui, Il gère ou n'importe équivalent, il est capable de... ChatGPT, oui. tu peux lui Je pensais à parler Siri, mais en n'importe quelle langue. Siri est un grand malade. Et d'ailleurs, dans cette son histoire. fonctionnement, de toute façon, l'IA générative, d'ailleurs, ne fait qu'une langue et après il te traduit, il te retraduit ce qu'il dit, ce qu'il a envie de te dire dans la langue que tu lui as demandé. Donc en fait, il le fait assez bien. Mais par contre, non, le point que je trouve peut-être important, c'est la notion d'agent, elle n'est pas nouvelle. Encore une fois, on est sur des choses qui Donc se démocratisent. Alors qu'est-ce que tu entends par agent? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sens aussi. L'agent aujourd'hui, tel qu'on est en train de le pousser dans le monde de l'IA générative, c'est en fait, un agent, ça a toujours été un système, une application qui est capable d'interagir avec son environnement et de prendre des informations et de réagir. Exemple, un thermostat chez vous. Il est capable de savoir quelle est la température chez toi. Tu lui as donné une consigne. C'est un agent. J'ai déjà un agent. C'est un agent. Est-ce qu'il est intelligent ou pas? De façon limitée. Il sait juste que tu lui as dit il faut être à 22, là il fait 21, donc je vais redonner un coup dans la chaudière. Ouais. En fait, c'est du if then, this, then mais else. n'empêche que c'est ce qu'on appelait déjà un agent dans les années 60. Là, on a mis un cerveau à ces agents. On leur a mis un LLM, en gros, un modèle, un large language model, pour qu'ils puissent raisonner quelque part, pour qu'ils puissent décider de faire des choses par eux-mêmes en tenant compte des informations qu'ils ont récupérées, des informations qu'ils peuvent modifier et de la consigne, de la demande que tu as faite. Ça, c'est ça aujourd'hui la notion d'agent. Et la promesse, en vrai, c'est quand on va être capable de bien orchestrer plusieurs agents pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Moi, je pense que ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'automatisation des processus, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment des processus de bout en bout, on est plutôt sur des tâches spécifiques pour pouvoir les automatiser. Et donc, la vraie promesse, c'est de mettre ensemble plusieurs agents. Certains vont être spécialisés sur des tâches, avec des modèles plus spécialisés ou des capacités plus spécialisées. Ils vont être capables d'interagir entre eux. Là, le niveau de maturité, il est en train de monter en flèche, mais on n'y est pas. À travers comment je donne des outils à un agent, comment je fais collaborer des agents entre eux. On a des choses qui sortent comme les protocoles A2A de Google ou MCP poussés par Anthropic, mais on est en train de tous ensemble de tester cette chose-là, parce que déjà rien que d'un point de vue sécurité, on n'y est pas. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on est dans la période bac à sable. Là. On est bac à sable plus. Mais le truc, c'est que le bac à sable, il avance en exponentiel. Donc il ne faut pas perdre le rythme quand même. Donc, agencer ces agents ensemble, c'est ça la promesse pour automatiser des processus. Sauf que, juste un point, c'est, je pense qu'en cible, on n'aura pas que des agents, on n'aura pas que des choses intelligentes entre guillemets avec de l'IA générative LLM, on restera aussi sur des capacités d'IA de ce qu'on appelle discriminative, plus machine learning, du RPA comme on a connu qui nous permet d'automatiser des tâches de façon plus basée sur des règles. Pourquoi ? Parce que, quand même pas oublier un truc, c'est quand on injecte des agents ou de l'IA générative dans un processus, on perd de la prédictibilité. Et on installe de la probabilité en fait dans le système. Et il y a des processus métiers, notamment ceux qui en environnement bancaire régulé, tout doit être auditable, tout doit être prédictible, on doit comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Bon, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, d'accord. Effectivement, beaucoup d'agents ici, en tout cas autour de nous, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que... Mathieu de Borcochon. Juste pour refaire le lien avec ce que vous dites, avec quelque chose dont personne ne parle et pour autant qui est très présent, c'est le grand retour du Web 3. Parce que de la tokenisation à tout va dans la traçabilité documentaire, et tu parlais tout à l'heure même de la fin de vie que j'attends avec grande impatience, qu'effectivement on puisse tracer tout document tout au long de sa vie par des tokens associés à des smart contracts, et on ne parlera plus de Web 3 parce que globalement c'était le buzzword, et de ça on va en tirer vraiment un substrat technologique suffisamment important. Et on va reparler de la blockchain, etc. De la vraie blockchain, celle qui trace.
qui permet, grâce à l'IA, d'avoir des données qui soient fiabilisées, qui soient utilisables, dont le résultat soit exploitable et qui puissent être auditables. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On le voit beaucoup de startups parlent de tokenisation et ça va de pair avec le croisement robotique et IA. Et globalement, il y a quand même ce substrat autour de ces 3 piliers là cette année qui est quand même assez présent. Patrice Duboé. Oui, juste la blockchain, en fait, en plus maintenant, c'est parti. On avait parlé du passeport des batteries. C'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, à partir de dans 2 ans, tout constructeur de voiture devra fournir le passeport digital basé sur de la blockchain. On devra avoir la traçabilité totale de l'usage d'une batterie. Elle a coûté combien en empreinte carbone et comment elle a été utilisée pour être sûr que lorsque je rachète un véhicule d'occasion électrique dans 5-10 ans, quel est le niveau de la batterie? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc justement, ce fameux passeport qui est tracé par une blockchain permettra d'amener une vérité, une assurance pour l'acheteur. Et pour terminer sur les agents, on a beaucoup donné d'exemples plutôt col blanc. On parlait de métiers avocats, juridiques. Aujourd'hui, on a des agents même sur les cols bleus pour assister lorsqu'on a une chaîne de production d'un avion, d'un train, d'une voiture. Dès qu'on fait une petite erreur, par exemple en faisant un trou sur une pièce, on peut très bien demander à un agent quel est l'impact de l'erreur que j'ai pu faire. Ça peut être comment réparer, on va vérifier quels sont les cas d'usage équivalents, mais ça peut aller plus loin. On parle de multi-agents. On peut avoir un agent qui va nous aider à réparer la bêtise. On peut avoir un deuxième agent qui va se concentrer sur l'aspect juridique. Je suis sur une voiture ou sur un train, j'ai fait cela, quel est l'impact au niveau juridique? Un autre agent qui serait commercial, quel est l'impact sur mon contrat par rapport à cet engagement que j'ai pris sur cette RAM que je vais vendre à tel client? Et puis un autre qui peut être plutôt safety sur la structure. J'ai fait un trou à cet endroit-là, est-ce qu'il y a un risque au niveau de la sûreté, de la sécurité de l'objet? Donc on voit que le côté agent multi-agent, il peut être utilisé à tous les niveaux. Bon, effectivement, on démarre, mais on voit que les promesses sont là. Et si on maîtrise bien le process, l'agent, la véracité de la donnée, on peut aller très très loin, et sur toutes les classes. J'allais vous demander, selon vous, à quoi allait ressembler Vivatech 2030, par exemple. Mais voilà, on a déjà une partie de la réponse. On sera encore plus dans les agents. Encore plus dans les agents et probablement encore plus dans les agents humanoïdes, probablement plus de robots encore. Je m'attends à voir dans les allées de Vivatech 2030 beaucoup plus de non-humains ou de synthétiques peut-être commencer à être parmi nous. Ouais. Peut-être une dernière question. Est-ce que vraiment il y a par exemple une start-up en particulier qui vous a marqué, dont vous n'auriez pas parlé jusqu'à présent? Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Il y en a beaucoup. Ah bah oui, 14 000. Oui, 14 000 qui viennent. Moi, ce qui m'a... Franchement, elles ne seront pas toutes là l'année prochaine, il ne faut pas se mentir. Hein. Mais c'est le jeu des startups, oui. C'est pour ça, la plupart d'ailleurs se font racheter leurs brevets, donc elles ne perdent pas tout forcément quand elles déposent des sujets. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup marqué cette année, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, c'est le mycélium qui est quand même un peu partout aussi, le champignon, le cuir végétal, les nouveaux packaging. Ça, c'est beaucoup pour nos partenaires autour de tous les consumer products, donc les produits du quotidien. Alors là, on est vraiment dans le tangible. On est Puis il y a les cheveux, il y a HKVOR aussi, qui est une start-up qui utilise les cheveux pour les redécomposer ou pour le café ou pour recréer des différents produits. On a pléthore de solutions deep tech. C'est-à-dire que HKVOR et V-Biotech sont très intéressants. Puis Data Green également, qui font partie de ces serveurs green, autant dans le software que dans le hardware. C'est leur particularité et qui sont très intéressants. Mais moi, perso, je pourrais t'en citer des dizaines. Oui. Parce que franchement, depuis ce matin, c'est juste quelque chose de complètement dingue. Je vais en prendre une dans ce domaine plus léger qu'on aurait pu utiliser lors de cet enregistrement, c'est SkyTED. SkyTED, en fait, sont des petits casques qui travaillent sur lorsqu'on est dans un environnement bruyant, dans un avion, dans un train ou comme ici dans un salon. C'est un casque qui va réduire totalement le bruit pour qu'on ne monte pas son niveau de voix. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Peut-être que la prochaine fois, on aura nos casques SkyTED pour enregistrer cette émission. SkyTED. Moi, peut-être pour finir, peut-être un peu surprendre, mais elle ne sera pas digitale. Cette start-up, je crois qu'elle est sur le site de SNCF. C'est le food truck qui est garé devant l'entrée. Ça aurait pu. Elle s'appelle Gravipack. Je trouvais ça génial.
on commence à avoir pas mal de notions d'exosquelette. C'est pour aider les personnes à soulever des charges lourdes, voire peut-être à remarcher demain. Parce que je trouve ça incroyable comme mouvement vers la santé. Eux, ils le font à petite échelle sur le sac à dos. Donc, ils ont fait une mini ossature exosquelette avec un sac à dos et tu as l'impression de rien porter. Génial. Ça, je trouve ça génial. C'est vraiment de l'innovation. On voit ça à Vivatech. Il n'y a pas de numérique véritablement dedans. En tout cas, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, ça va me servir, ça peut partir en week-end, c'est sûr. C'est fantastique et ça recrée la sensation d'avoir une côte supplémentaire en réalité pour déporter le poids. Et la RATP avait présenté un des concepts similaires, mais celui-ci est beaucoup plus évolué. Et c'est bluffant parce que c'est non connecté, quoi. Donc en fait, c'est quelque chose de... C'est de l'innovation pure. Matériaux, etc. C'est top, ça. Ça va tout à fait avec l'ambiance de Vivatech où effectivement, on est tous là souvent avec des sacs à dos, du matériel à transporter, etc. Voilà. Formidable, très bien. Merci beaucoup, vraiment un grand merci à tous les trois, Patrice Duboé, Mathieu Deboeuf-Rochon, Nicolas Godillère, tous trois directeurs de l'innovation de Capgemini pour ce débrief complet. On était ravis d'être ici. Merci à Capgemini de nous avoir accueillis sur son stand pour cette émission réalisée en partenariat avec Capgemini, je le rappelle. Et on vous donne rendez-vous écoutez, à Vivatech à tout le moins 2026 et peut-être au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.